introduire le sujet, donc les soins de support en oncologie, je voulais simplement faire un petit rappel statistique du cancer d'une part dans le monde, puisque actuellement 10 millions de décès sont imputables au cancer dans le monde, donc c'est quasiment la première cause de mortalité. Donc vous savez, c'est une maladie qui est à la fois polymorphe et multifactorielle. On a d'ores et déjà identifié 5 facteurs, donc je voulais vous les citer quand même parce que on peut avoir une action pour limiter l'impact de ces facteurs sur la maladie. Donc vous avez l'indice de masse corporelle élevé, vous avez la faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Et puis une étude en 2015 que j'ai trouvée, qui a été réalisée par l'INCa et l'OMS, met lui en évidence 13 facteurs qui sont à l'origine de 41% de nouveaux cas de cancer sur lesquels on pourrait travailler et infléchir cette tendance. Alors, j'avais fait une petite diapo qui montrait en fait l'impact du tabac non négligeable malheureusement sur les cas de cancer. Mais vous avez aussi l'alcool, l'alimentation avec un déficit de consommation de fruits, un excès de consommation de viande transformée. On voit que le surpoids et l'obésité, malheureusement, l'Occident progresse et est à l'origine d'un grand nombre de cas de cancer, etc. Donc là, c'était un peu pour introduire le débat. Voilà, donc pour clôturer la journée, nous avons souhaité vous proposer un débat sur le thème des soins en oncologie et plus précisément sur les soins de support, véritable pierre angulaire de la prise en charge de la maladie et important garant de la qualité de vie du patient. Mal ou peu connu, nous vous proposons d'approfondir le sujet en donnant le cadre, la définition et l'illustration. Nous commencerons donc par 2 présentations d'une durée d'une demi-heure, puis nous poursuivrons par des échanges. Voilà, donc pour ce faire, nous avons l'immense honneur d'accueillir nos 2 intervenants, donc le docteur Daniel Serin, fondateur de l'Institut Sainte-Catherine, et Élise Beaugalon, docteur en psychologie spécialisée en oncologie. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux que vous ayez répondu présent pour partager ce débat. Le collectif et moi-même vous souhaitons une soirée animée et conviviale. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci à Raphaël, merci à Marie de nous avoir invités. Et une fois de plus, je vous prie de m'excuser, Mme Raphaël, le drapeau de la fin, la première fois que vous avez voulu me voir à Sainte-Catherine. Je suis honteux de ce que vous avez fait à Sainte-Catherine. Donc, je me retrouve à Tarascon, je dirais, chez moi. Lucien, je le connais depuis longtemps. Pierre, je trône au milieu des bruyères. Pour un chasseur, c'est quand même sympa, quand même. Max, avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses. Puis vous tous et vous toutes qui avez participé avec nous dans ce travail de la prise en charge des malades atteints de cancer dans notre territoire de santé. Quand un malade, quand un Français ou une Française a un cancer, il a besoin de plusieurs choses. La première, il a besoin d'avoir des traitements adéquats, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des cancérologues. Les cancérologues, c'est un titre global qui réunit plusieurs professions, les chirurgiens, les médecins traitants, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, les gynécologues, tous ceux qui sont les professionnels. Et quand on a mis ces gens en ligne, en réseau, en formation, on a fait que la moitié du chemin. On a soigné l'homme ou la femme malade, mais on n'a pas soigné l'être, celui qui vit avec le cancer. Donc, la nécessité nous est apparue très rapidement à nous tous, c'est que non seulement il faut des soins spécifiques comme ça, mais si on donne que ça, l'être souffre. Et les souffrances, vous les connaissez, elles peuvent être psychologiques, sociales, multiples et variées, et elles nécessitent des équipes aussi performantes, aussi pointues que le plus pointu des radiothérapeutes et de chimiothérapeutes. Faire de la psychologie ou faire du social, et je parle devant madame qui est la présidente du CSAS de Tarascon,
faire du social, c'est aussi compliqué, aussi difficile, aussi exigeant que de faire de la chimiothérapie. Avec des résultats qui sont, on est bien d'accord, aléatoires. Et donc cette notion qu'un cancérologue, qu'un cancéreux a besoin à la fois de soins spécifiques et de soins de support, c'est ce qu'avec Élise Yalon, qui est docteur en psychologie sociale, en psychologie, on veut essayer d'éclairer rapidement. Parce que l'objectif, c'est pas que nous parlions, c'est que vous parliez et que nous puissions échanger et essayer de construire quelque chose pour le présent, mais surtout pour le futur. Donc, il y a un joyeux mélange entre les soins de support, les soins de confort et bien-être, et ça fait la une des médias qui mélange tout. Et là, ce soir, ce que je vous propose, c'est de faire de la sémantique pour que nous parlions le même langage, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir s'entendre et avancer ensemble. Donc, qu'est-ce qui passe l'interview? C'est moi. Merci Marie. Allez-y. Donc, il y a Philippe de Bourdeau qui vous prie de s'excuser auprès de vous, qui devait être là avec moi, avec nous ce soir. Le docteur Philippe de Bourdeau est celui qui, chez nous, est le responsable des soins oncologiques de support. Donc, on va définir ce que sont les soins de support. Alors, c'est traduit de l'anglais, c'est supportive care, ce qui soutient. Et il est important que vous l'ayez bien dans la tête. C'est l'ensemble des soins de soutien et des soutiens nécessaires. On ne dit pas facultatif, on dit nécessaires, indispensables aux patients tout au long de leur maladie, dès l'annonce jusqu'au dernier jour de leur vie. Donc c'est un sacré parcours. Ça se déroule dans le temps. Quels sont les objectifs des soins de support? Ils sont clairs et nets. C'est diminuer les effets secondaires de la maladie et assurer une meilleure qualité de vie aux patients et à leurs proches. Je sais qu'il y a l'association A3 qui s'occupe des aidants. Donc c'est inscrit dans le marbre, les aidants au plan psychique, psychologique et social. Et bien entendu, dans cette période qui a été au niveau médical traversée par des fake news dont nous avons été les victimes, tous autant qu'on est, en tant que citoyens ou en tant qu'impliqués dans les soins, ces soins de support reposent sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sentiments, ce sont des faits avérés et qui ont été vérifiés partout dans des équipes, partout en France, en Europe et dans le monde. Ça, c'est la définition précise des soins de support. Les soins de confort, c'est tout aussi important, ou de bien-être, c'est l'ensemble des soins non médicaux. On insiste bien, des soins non médicaux visant à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, qui peuvent être facultatifs et non plus obligatoires et totalement personnalisables et ne répondent en aucun cas aux critères actuellement admis au niveau scientifique qui définissent l'evidence-based medicine. Ça, c'est important et ça permet de passer à la diapo suivante. Avant que je le fasse, c'est bon. Donc, ces soins oncologiques de support ont été définis dans la priorité du premier plan cancer, qui est le plan cancer qu'a initié initialement Jacques Chirac, qui a été repris ensuite par tous les présidents de la République, et qui fait que ce plan cancer est un plan qui est national, et l'organisation des soins de support a été définie dès 2005. Ce qui est important de le savoir, c'est l'ensemble de moyens pratiques et pluridisciplinaires, pluriprofessionnels, qui sont associés au traitement spécifique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. C'est donc une organisation, et c'est là où on est important. C'est important que le territoire et que la CPTS, les PTA et les maisons de santé sont concernés. C'est une organisation active et coordonnée des différentes compétences. Et ça, c'est inscrit dans ce projet. Le financement, on le verra, il a été défini pour les établissements, il est plus aléatoire dans le secteur de la ville, mais il y a encore des progrès qui sont en train de se faire. Devant l'efflorescence de tous ces soins de support et de confort qui étaient tout mélangés, l'HAS a demandé à l'Association française des soins oncologiques de support, l'AFSOS, de dire quels sont les bénéfices réels des soins de support pour les patients, et si on peut les classer
qu'est-ce qu'on pourrait en faire au niveau de la protection sociale. Donc il y a eu une saisine de la Haute Autorité en Santé en 2015 pour essayer de voir clair dans cette bouteille à l'encre qui étaient les soins globalement, on va dire, donnés aux patients, qui étaient à la fois de support et de confort. Donc le travail a été fait et il y a eu une instruction de la Direction générale de l'organisation des soins, qui est une des branches du ministère de la Santé, qui va définir dès 2007 les bénéfices et l'amélioration, qui va définir les soins de support, tout ça, ceci pour viser à l'amélioration de l'accès aux soins de support pour les patients atteints de cancer. Donc, quel est actuellement l'état de la réglementation dans lequel nous vivons tous, que ce soit à Tarascon, à Avignon, à Villejuif, sur le territoire national? Il y a un panier de soins. Ce panier de soins de support comporte 4 soins de support dits socles et 4 soins complémentaires. Au premier rang desquels, il y a le traitement de la douleur. On est bien d'accord. Vous vous souvenez, la France était très très mal placée quant à l'usage des morphinomimétiques, et ça nous a secoué il y a une vingtaine d'années. C'était Kouchner qui était ministre de la Santé. Ça a bien changé parce que les soins contre la douleur sont devenus une véritable priorité nationale. La nutrition, on sait bien que le patient cancéreux, et particulièrement au niveau digestif, parmi les facteurs de pronostic de guérison, il y a la nutrition, donc ça fait partie des soins de support qui doivent être proposés. La prise en charge psychologique, et Élise en parlera tout à l'heure, et la prise en charge sociale, et je sais qu'il y a des représentants du monde social et associatif. Donc ça fait partie des soins, des socles, des soins de support. Et il y en a 5 complémentaires, c'est l'activité physique adaptée, il y a le sevrage tabagique et les conseils d'hygiène de vie, le soutien psychologique non plus uniquement du malade, mais aussi des proches et des aidants, la préservation de la fertilité, parce que quand une fille de 18 ans est traitée pour une maladie de Hodgkin par chimiothérapie, elle va guérir dans 95% des cas, mais elle voudra devenir maman. Et quand un jeune type est soigné pour un cancer du testicule à 22-23 ans, il y a aussi des envies de paternité. Si on n'inscrit pas ça tout de suite dans le parcours de soins comme une des priorités, on n'est pas en 2021, on est très en arrière. Donc c'est important. Et les troubles de la sexualité. Enfin, on va parler de sexe, de sexualité pour les malades. Avouez quand même que c'est hyper important parce qu'on soigne non seulement la maladie et le malade, mais aussi l'être. Puis les techniques d'analgésie, c'est compliqué. L'hypnoanalgésie, l'hypnose étant une spécialité, étant un outil dans les mains des psychothérapeutes, des psychologues ou des psychiatres pour améliorer la qualité de vie, et l'anesthésie intratécale qui fait partie de ce panier de soins. Les soins de confort, ce sont les autres. Premier rang desquels, je sais qu'il y a des socio-esthéticiens dans la salle, je vous l'ai dit tout à l'heure, la socio-esthétique nous paraît vachement importante parce que l'aspect de du malade, c'est quelque chose qui conditionne son rapport à l'autre. Si, et vous le savez bien, quand il y a des problèmes avec ces nouvelles molécules d'eczéma, de perte de cheveux avec la chimiothérapie, ça peut être considéré comme très délabrant et en fait, ça peut être un handicap dans la vie personnelle mais aussi dans la vie sociale. Donc la socio-esthétique pour nous est importante et pour l'instant, elle ne fait partie que des soins de confort. Et vous avez une liste qui est très longue, mais dont j'ai simplement quelques exemples. C'est l'homéopathie, l'art-thérapie, la musicothérapie, l'acupuncture, etc. Vous lisez, tout ceci a été baptisé, analysé et mis au rang, c'est pas du mépris, mais au rang de soins de confort, parce que qu'est-ce qui va se passer avec cette liste qui est faite par l'autorité de santé, c'est que l'HAS définit que les soins de support sont une obligation pour les établissements de pouvoir offrir ça à tous les malades tout au long de leur parcours. Donc c'est une obligation réglementaire. Si l'établissement, que ce soit si Sainte-Catherine ne proposait pas des soins de support, il n'aurait pas le droit d'exercer la cancérologie. Vous avez beau être un bon radiothérapeute, un bon chimiothérapeute, si vous n'offrez pas dans votre établissement des soins de support, vous n'aurez pas d'autorisation. Ça montre l'évolution des esprits de notre société.
Ces soins de support sont sur prescription médicale, je dis ça à mes collègues, hein. C'est notre responsabilité médicale de prescrire ça aux patients qui en ont besoin. Pour ce qui est des établissements, donc c'était inscrit dans ce qu'on appelle le programme personnalisé de soins que l'on doit remettre à chaque patient qui arrive au début du traitement, comme on doit le remettre à chaque patient qui quitte l'établissement après les soins spécifiques. C'est ce qu'on appelle le PPAC, le programme personnalisé de l'après-cancer. Élise en parlera tout à l'heure. Ces soins de support se différencient des soins de confort par un élément extrêmement important. C'est que les soins de confort ne sont pas pris en charge par la protection sociale. Ils restent soit à la charge du malade, soit au travers d'actions caritatives d'un certain nombre d'associations que vous connaissez, que ce soit le Rotary, la Ligue, etc., et qui, chacune dans leur territoire de vie, essayent d'offrir aux patients qui en ont besoin ces soins de confort. Alors il faut être très attentif, parce que vous savez, c'est balayé par des effets de mode, et si vous lisez comme moi dans la presse des éléments qui sont présentés comme l'élément qui va changer toute la vie des malades chroniques et des cancéreux, et 2-3 ans après, ces effets se sont tassés. Donc, ce qui est important, c'est que ces soins de support nous impliquent tous. Premier recours, comme médecin hospitalier, comme tous les soignants, que ce soit les médecins, les infirmières, les kinés, les diététiciennes, etc. Et tout au long du parcours de vie. Alors que ce soit dans le dispositif autodannonce, qui est une des mesures phares du premier plan cancer, avec son temps médical, son temps infirmier, la proposition systématique des soins de support et le lien avec l'hôpital. Et ça se fait, et je le rappelle, dans le cadre le décours du traitement, que ce soit en cours ou après traitement. Alors, à ce niveau, je m'arrête en me disant, on a parlé sémantique, j'espère avoir été clair. D'un côté, les soins de support qui font partie des obligations réglementaires opposables aux établissements et qui sont prises en charge par la Sécu. Et de l'autre côté, la liste innombrable des soins de confort qui peuvent avoir un intérêt pour le patient et qui ne sont pas pris en charge par la protection sociale. Vous allez me dire, à Tarascon, comment est-ce que je peux y voir clair? Il y a eu un effort qui a été fait de façon considérable dans le cadre du réseau régional Onco-PACA Corse. Et nous sommes occupés de créer une liste, un répertoire qui va de Menton à Tarascon en passant par Marseille et Avignon et par toutes les villes. Et donc, les services du réseau régional, avec le docteur Ray Correa, ont interrogé chaque établissement, chaque médecin qui était intéressé, de pouvoir fournir la liste des soins de support qui étaient à proximité de son activité professionnelle. Et ce répertoire, il est accessible. Et si certains ne le connaissent pas, vous allez sur Internet, vous tapez soins-support cancer-paca-corse.org et vous tombez sur le répertoire régional des soins de support en cancéro. La deuxième page, on va sur la recherche par thématique et par zone géographique. Donc vous cherchez par exemple des soins de support du soutien psychologique, vous recherche d'un parcours spécifique et vous recherchez la ville. Et à ce moment-là, ça vous donne cette carte qui donne une vision régionale. Et si vous tapez sur Tarascon, vous tombez dans le cadre du répertoire régional de soins de support en cancérologie sur la maison de santé pluridisciplinaire Tarasque, qui nous reçoit ce soir, et l'offre de soins de support qui a été coordonnée et déjà identifiée et à disposition apparaît clairement. Donc, là, j'ai mis simplement la prise en charge diététique et nutritionnelle, parce qu'il y en a d'autres, vous le savez. Donc, ça veut dire que nous avons des outils, nous soignants de terrain, pour pouvoir orienter nos patients au travers de ce répertoire régional. Voilà ce que je voulais vous donner comme information.
c'est que nous sommes dans un monde qui se structure, mais il faut faire passer l'information et la bonne. Voilà, donc on s'arrête là, on parlera après, si vous voulez, on répondra, si on a des réponses à vos questions, on le fera avec Élise. Mais je voudrais lui passer maintenant la parole pour qu'elle nous montre aussi l'importance et la place du soutien, et un point de vue psychologique, tout au long du parcours du patient. Bonsoir. Alors, en attendant que ça se mette en route, je remercie aussi, bien sûr, les organisatrices et les organisateurs pour nous convier à cette soirée. Ça va être un grand plaisir que je suis parmi vous. On en parlera probablement après, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, dans cette soirée et ce pourquoi j'ai un regard qui fait une double casquette, on va dire, c'est qu'effectivement, j'ai travaillé longtemps en établissement, en cancérologie. Et aujourd'hui, je suis exclusivement en ville, en libéral, ce qui fait que j'ai vraiment cette double vision de qu'est-ce qu'il peut en être dans ce vécu des patients quand il y a la prise en charge effectivement hospitalière, et puis qu'est-ce qu'il peut en être quand on est dans d'autres phases. De façon très rapide, et on reviendra si besoin en fonction de ce qui peut vous intéresser, j'ai mis en avant par quelques diapos des éléments qui me paraissent capitaux autour des aspects psychologiques dans le cadre de la pathologie cancéreuse. Maintenant, il y aurait tellement de choses à dire que ça a été difficile de choisir. Néanmoins, commencer par le fait de se dire que le cancer, bien évidemment, que ça a un potentiel traumatique fort, pour ne pas dire puissant, des représentations sociales qui sont elles aussi très marquées en 2021, encore aujourd'hui, avec des représentations qui évoluent, mais on sait très bien que les représentations les plus importantes sont celles liées à la mort, à la crème de la souffrance, et j'en passe, mais aujourd'hui ça reste toujours d'actualité. Avoir en tête que quand on parle de cancer et quand un individu est amené à traverser l'épreuve de la maladie cancéreuse, et bien évidemment derrière sont des bouleversements et des manifestations émotionnelles qui sont massives, avec en premier lieu l'angoisse de mort, la crainte de l'avenir, les projections qui deviennent compliquées, des peurs multiples, variées, la peur de la souffrance, la peur d'abandonner les siens, la peur de se sentir isolé, on y reviendra, et des sentiments qui vont être multiples, qui vont être fluctuants et parfois même ambivalents, donc relativement déroutants pour autant les professionnels de santé que nous sommes, que pour l'entourage, avec des émotions de l'ordre de la tristesse et de la colère et de la révolte qui peuvent cohabiter, qui peuvent se manifester dans des temps très proches et qui sont parfois effectivement très bouleversantes pour ceux qui accompagnent les patients et pour les patients eux-mêmes. Dans les effets psychiques immédiats qu'on observe, sans rentrer dans les détails, je voulais quand même citer les notions de sidération psychique. On sait que de façon fréquente, on observe chez les patients qui, souvent lors de l'annonce de la maladie cancéreuse, ont souvent une manifestation qui est de l'ordre du gel de la pensée, de la sidération, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'incapacité de poser des questions, qui vous disent que tout va bien, qui vous disent que oui, ils ont tout compris. Donc cet élément-là, je le mets simplement en avant pour se dire qu'il y a vraiment la notion de temps psychique qui est capitale, et qu'en tant que professionnel de santé, c'est important de respecter le rythme de chacun des patients et d'avoir en tête aussi que la sidération, c'est un mécanisme de défense qui est adapté, si tant est qu'il dure dans un espace-temps qui est de l'ordre de quelques jours, je dirais, ou quelques semaines. Au-delà de ça, bien sûr, qu'on peut s'interpeller autrement. Parce qu'on est là ce soir réunis en tant que professionnels principalement de ville, j'ai eu envie de m'attarder en fait sur tout ce qui se joue avant même le diagnostic. Parce que tout ce qui commence à partir du diagnostic sont des choses qu'on aborde souvent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avant? Et je pense que vous tous, professionnels de terrain, vous en êtes les meilleurs témoins et les meilleurs dépositaires sur le plan du discours. L'idée, c'est de se dire qu'il y a diverses façons d'entrer dans la maladie, dans le cancer, au moins deux en tout cas. La première étant que le patient ou la patiente va constater lui-même des symptômes qui vont être évocateurs de cancer de façon multiple. Derrière, en découlent plusieurs types de situations et différents parcours. Premier élément, évidemment, c'est le délai que le patient ou la patiente va mettre pour aller consulter. On sait très bien que ça c'est à géométrie variable, on sait
très bien qu'en tant que professionnel de santé, on est là pour accueillir, hein, et que parfois on accueille quelqu'un qui vous dit que cette grosseur est là depuis des mois ou des années. Et parfois, c'est le matin même qu'elle a été découverte et il a fallu venir en courant parce qu'il était insupportable de rester jusqu'au soir même avec ce doute. Il y a la notion du délai de prise en charge aussi, hein, bien évidemment. C'est pas toujours si simple, même pour des patients qui ont l'impression de faire ce qu'il faut. Parfois, ça prend du temps. Le délai aussi pour être entendu. Hein. C'est aussi que certains patients ont la sensation d'alerter, ont la sensation de dire et de ne pas être entendu. Tout ça pour mettre en avant qu'il y a différentes façons en fait, de rentrer dans la maladie et ça va forcément avoir un impact sur le patient, sur la façon dont il va pouvoir après entendre ce qu'on va avoir à lui apporter comme information. Deuxième modalité d'entrée, c'est quand là on est dans quelque chose qui échappe, je dirais. Ça veut dire que c'est le savoir médical qui vient détecter la maladie, soit c'est un médecin, soit c'est un dépistage, soit... En tout cas, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de ce qu'on va appeler l'étrangeté du corps, quelque chose qui échappe en fait, c'est-à-dire que c'est un savoir externe. C'est assurément une entrée dans la maladie qui est différente avec assez souvent un effet de surprise bien évidemment et d'effraction qui sur le plan psychique va être lui aussi sacrément délétère. Simplement à garder en tête tout ça, toute cette façon d'entrer dans la maladie va façonner, on va dire, l'intensité du caractère de l'annonce et la façon dont le ou la patiente va pouvoir s'y adapter, sans rentrer, sans avoir l'idée que l'une ou l'autre de ces façons de détecter la maladie serait facilitante ou à l'inverse entravante. Je pense que c'est juste différent. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que toute cette période-là qui s'amorce, cette période d'analyse en fait, c'est une phase qui est une phase de grande vulnérabilité sur le plan psychique, avec des patients qui sont fortement bouleversés, avec des émotions qui souvent sont massives, ou à l'inverse, des gens qui sont figés, des gens qui sont plutôt tétanisés. C'est une période d'anxiété qui est élevée, qui va globalement baisser lors de la confirmation du diagnostic, sauf, vous le voyez, sur certains types de localisation. Les études ont montré que notamment sur la prostate et le sein, il y avait une anxiété qui restait finalement relativement stable, qui pouvait même parfois être majorée. On pense qu'il est la question du fait des représentations de ces maladies, ces localisations en tout cas, qui se différencient des autres localisations. Donc je le renomme, les patients eux-mêmes expriment que cette phase est particulièrement angoissante. Ce n'est pas la durée qui va faire la difficulté, mais en fait c'est la sensation d'isolement pendant cette phase qui va être importante. Pourquoi insister auprès de vous ce soir, professionnels de santé de ville? Parce qu'à ce moment-là, les gens se sentent seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop peu inscrits dans un circuit de prise en charge de pathologies cancéreuses. Parce que donc ils ne bénéficient pas réellement du cadre qui est possiblement contenant, on sait que cet environnement médical, parce qu'il n'y a pas encore de projet thérapeutique, qui a aussi la volonté de préserver les siennes, pas venir inquiéter, et ce qui veut dire que, qui est-ce qui reste, évidemment, ça va être le médecin de ville, ça va être l'infirmière, ça va être le kiné, ça va être le laboratoire, ça va être le radiologue, ça va être, j'en passe bien évidemment, mais ça va être tous ces professionnels qui sont déjà là, en fait, qui sont déjà dans la prise en charge. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on se dise à quel point c'est important et à quel point les patients sont reconnaissants du soutien qui est déjà mis en place à ce stade. Pourquoi les accompagner? Vous l'aurez compris, mais simplement parce que, au-delà de ce que je viens de dire, si le soutien des proches, il est réconfortant, évidemment, mais il ne réduit pas de façon significative le niveau d'anxiété. En fait. Seul le soutien précoce du personnel professionnel de santé vient diminuer l'inquiétude et vient empêcher l'anxiété de perdurer en fait, dans des étapes ultérieures. C'est-à-dire que quelque chose vienne s'ancrer là, déjà. Donc c'est pour ça que c'est capital. Le rôle des médecins, évidemment, il est fondamental dans ce soutien. Vous le disiez, les radiologues, les médecins qui sont déjà en lien avec le ou la patiente, ça j'y reviendrai à plusieurs reprises parce que pour moi c'est capital. Je pense autant aux médecins généralistes qu'aux médecins spécialistes, mais aux soignants aussi, parce qu'il y a déjà la connaissance, en fait, il y a déjà un lien. Donc ça veut dire que ce sont des soignants, des professionnels qui sont déjà, qui ont connaissance des antécédents, qui vont être médicaux, mais qui vont être psychiques aussi, qui vont avoir connaissance du terrain social, du terrain familial, parce que bien sûr que c'est
c'est important de savoir s'il va y avoir du soutien autour, s'il va y avoir des personnes qui vont pouvoir accompagner, s'il y a par exemple un conjoint qui va pouvoir être soutenant, ou si à l'inverse, il y a une séparation qui est récente. Est-ce que c'est quelqu'un qui a, sur le plan psychique, des antécédents? Est-ce qu'il y a une dépression qui est connue, par exemple, dans les dernières années, dont on sait que ça va possiblement, l'annonce de la maladie va possiblement réactiver en fait tout ce type de difficultés. Donc ça, assurément, ce ne sont pas les médecins et le personnel des établissements hospitaliers qui vont pouvoir avoir cette connaissance-là, mais ce sont les professionnels de terrain, de ville, de proximité, en fait. Donc, vraiment, tout l'intérêt de votre présence et de votre accompagnement dès cette phase-là extrêmement précoce. Dans les possibilités aussi, c'est le fait de venir motiver des personnes qui vont refuser initialement de se faire prendre en charge, c'est de les accompagner lors de l'attente, lors de l'annonce, c'est de les aider à adhérer au projet thérapeutique, de les aider dans la compréhension, dans le renouvellement de l'information, une multitude de choses. Et les médecins, évidemment aussi, les médecins qui sont spécialisés en cancérologie, qui vont intervenir dans un temps je dirais plutôt secondaire. J'ai déjà évoqué la question de l'annonce. C'est pas un point sur lequel je vais m'attarder parce qu'il me semble que ça fait partie des éléments qui sont plus fréquemment explicités, plus fréquemment travaillés. Vous avez parlé du dispositif d'annonce, ça fait, je crois, en France quand même une bonne quinzaine d'années. C'est une thématique de recherche, une thématique de questionnement qui est importante. Simplement quelques éléments donc, à vous donner, c'est qu'à mon sens, il n'existe pas un annonceur ni une annonce, mais c'est des annonceurs et des annonces, et ça les patients savent très bien nous le dire, et c'est eux d'ailleurs qui déterminent à quel moment on leur a annoncé leur cancer. C'est pas nécessairement dans le cabinet du cancérologue, parfois c'est dans le regard du radiologue, parfois c'est dans la moue du médecin traitant, parfois c'est peu importe à quel moment ça s'est passé, mais eux le savent bien en tout cas, et c'est dans tous ces moments-là, et l'annonce et les annonces pour moi c'est tout ça. Et ces annonces, parce qu'effectivement elles sont multiples, elles veulent ponctuer le parcours du patient et ponctuer aussi sa relation avec les médecins. Ces annonces, elles vont, pour chacune d'entre elles, avoir un écho extrêmement singulier, propre à chaque individu, en fonction d'une multitude de paramètres. Ce qui me paraissent les plus importants à citer, c'est bien évidemment d'abord la personnalité de l'individu, son histoire, je réitère, son histoire de vie, son histoire familiale, personnelle, professionnelle, la période de vie qu'il traverse, je viens de le dire. Une question autour de la représentation de la maladie, la représentation de l'organe atteint. On sait, parce que quand on prend le temps de questionner les patients, on se rend compte que finalement, il y a des représentations parfois qui sont très marquées, très ancrées, qui sont parfois extrêmement éloignées de ce qu'est la réalité. Et c'est toujours très intéressant d'amener les patients à en parler. C'est-à-dire que sur une maladie, je le sais, de l'endomètre, de l'œsophage, et qu'est-ce que c'est pour vous? Une maladie du pancréas, qu'est-ce que c'est le pancréas pour vous, par exemple? Et là, on va se rendre compte, quand on les amène à en parler, on s'approche un peu plus près en fait, de ce qu'ils ont en tête et de leurs propres représentations, qui sont évidemment différentes des nôtres. Mais à partir de là, on va pouvoir travailler avec eux et réexpliquer comment est-ce qu'on peut vivre, par exemple, avec un organe qui dysfonctionne, comment est-ce qu'avec certains autres c'est plus compliqué, effectivement, mais je pense que c'est vraiment un point d'intérêt que d'amener les patients et les patientes à s'exprimer à ce sujet. Je ne m'attarde pas sur le temps écoulé, ni sur l'environnement affectif, mais en tout cas se dire que chacune de ces annonces est différente et qu'on ne peut absolument rien globaliser. Ces annonces, elles ont lieu à différents stades, parce que la maladie cancéreuse, c'est une succession d'étapes, c'est une succession de moments, tous plus ou moins marquants et difficiles les uns et les autres. On a parlé de l'avant-diagnostic, là il y a la question du diagnostic. Évidemment, il y a les étapes de traitement. On sait qu'en général, les patients ont un projet thérapeutique avec plusieurs phases, avec des traitements qui sont extrêmement différents les uns des autres, avec des représentations là aussi très puissantes, évidemment, que chacun a une idée en tête autour de la chimiothérapie, que chacun en a encore une autre autour de la radiothérapie, plus ou moins réaliste, plus ou moins fantasque, parfois. Mais en tout cas, il y a assurément quelque chose sur le plan inconscient. Donc parler autour de ça c'est aussi très très important et très intéressant. Dans les périodes qui vont être particulières et qui vont être plus fragilisantes pour nos patients, il y a tout ce qui va concerner l'évolution de la maladie.
Je pense là par exemple aux patients qui vont voir leur maladie évoluer, progresser. Certains ont une maladie qui va devenir métastatique. On sait que ce sont des annonces complexes aussi et qui vont nécessiter un accompagnement spécifique. Il y a cette phase particulière qui est celle de la fin des traitements. Je marquais l'émission avec un point d'interrogation. Bon, c'est pas le débat pour nous ce soir, mais il y aurait aussi à discuter autour de finalement qu'est-ce qui se passe réellement quand on arrive à la fin de ces traitements. Comment ces annonces peuvent se faire, qu'est-ce qu'il peut en être à ce moment-là pour les patients. Ce qu'on sait, si tant est qu'on parle là de la rémission, c'est qu'il faut bien avoir en tête que le temps de la guérison, si je m'autorise à ce terme, le temps de la guérison physique et le temps de la guérison psychique ne sont pas synchrones. Voilà. Ça, c'est une certitude. Autant dans la phase d'entrée de la maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous annonce que vous êtes malade que de façon très automatisée, il y a quelque chose qui serait intégré. Non, il faut du temps, parce que c'est un vrai travail psychique que d'intégrer ces éléments. Et bien pour sortir de la traversée cancéreuse, c'est la même chose en fait. Quand bien même tous les voyants seraient ouverts, on se retrouve avec des patients qui ne sont pas toujours, et je dirais même pas souvent, dans un état psychique qui serait de l'ordre de l'apaisement, de la réassurance. Donc, il faut aussi du temps pour ça. Et j'en viens à cette phase d'après-cancer, qui intéresse aussi beaucoup les chercheurs et les professionnels depuis longtemps. Alors c'est un fait heureux parce qu'effectivement on a de plus en plus de patients qui vivent après avoir été malades. Sur le plan psychique, ce qu'on sait aussi, que c'est compliqué en fait. On sait que bon nombre de patients commencent une prise en charge, entament une démarche de prise en charge psychologique dans cette phase-là, dans la phase de l'après-cancer, avec des gens qui ont tenu, en fait, des gens qui ont surmonté, qui ont enduré, et puis qui, d'une façon ou d'une autre, quand le parcours arrive à son terme, qui s'effondre, qui s'effrite. Donc là, on va en parler aussi. À ce moment-là, c'est important de savoir comment on peut les aider, qui peut les aider, à quel endroit. Parce que là, ce qui se passe, ce qui se pose comme question, effectivement, c'est la question de est-ce que c'est le plus ajusté que ça soit en milieu hospitalier? Est-ce que le plus ajusté, c'est que ça soit en ville, quand on est avec quelqu'un qui possiblement va reprendre le travail, va reprendre ses activités? Donc il y a une multitude de questions, il y a des dispositifs qui existent en ville pour que les patients puissent être accompagnés sur le plan psychologique par des psychologues de ville, c'est-à-dire sans blouse blanche, sans tout l'environnement hospitalier qui est aussi marqué et qui a été aussi marquant d'ailleurs sur les derniers mois, voire les dernières années. La question de la rechute, on va pas l'élaborer ici, mais évidemment que c'est aussi une phase que bon nombre de patients traversent avec toutes ces complexités et qui nécessite qu'on soit dans une réelle présence et dans un accompagnement particulier. Quand on parle de la fin des traitements, quand on parle de l'après-maladie, on parle aussi du passage en soins palliatifs et de tous les patients pour lesquels la maladie perdure et où on va être amené à être dans une prise en charge qui va s'orienter de façon différente et où on ne sera pas en tout cas dans une prise en charge qui continuera à être curative. Donc, je ne vais pas plus dans le détail, mais dans l'échange de fin de soirée, avec plaisir de discuter de certaines de ces phases si elles vous intéressent plus que ce que j'en ai parlé. Je fais une diapo sur la place des proches parce que, évidemment, qu'un patient est rarissimement seul, mais qu'un patient, c'est un groupe familial, un groupe social, c'est tout cet environnement. Et à nouveau, avec la médecine de ville, avec les professionnels de ville, on se retrouve là avec des professionnels qui souvent vont être en lien en fait déjà. On sait que les médecins, c'est souvent les médecins du couple, les médecins de la famille, mais c'est vrai aussi pour l'infirmière, mais c'est vrai aussi pour le kiné à nouveau et pour une multitude de professionnels. Donc oui, il y a ce lien particulier pour les proches aussi. Mais les médecins savent très bien, on sait très bien qu'en consultation, vous êtes amené régulièrement à recevoir un mari, un enfant qui vient vous demander qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va, comment ça évolue, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'on doit le pousser, est-ce qu'on doit lui dire que là, peut-être que c'est trop compliqué et qu'il peut arrêter. Tout ce genre d'échange qui se passe évidemment, qui se passe en ville, sur ça il n'y a pas de doute. L'idée aussi que les professionnels de santé, ils vont au domicile. Donc ça c'est une expérience que j'avais pas il y a quelques années. Et c'est sacrément intéressant aussi de voir comment ça se passe et comment ils vivent en fait. Donc quelles sont les relations, quelles sont
quels sont les soutiens possibles, quels sont ceux qui ne sont pas possibles. Donc tout ce regard, en tout cas, du professionnel de ville qui a vraiment une pertinence exceptionnelle. Avoir en tête que le temps du patient, ce n'est pas nécessairement celui du proche. On voit bien ça en consultation aussi. Quand vous recevez un couple, par exemple, vous pouvez avoir un patient qui ne pose pas de questions et une épouse ou un époux ou un enfant qui va en poser d'autres, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Tout ce genre de... Voilà. Donc, comment on fait pour être dans l'écoute et dans le respect des deux individus, tout en essayant de les accompagner tous les deux? C'est une sacrée complexité, mais c'est incontournable. En gardant en tête le fait que ce proche, on a à l'informer, qu'on a à l'aider et qu'on a à le soutenir lui aussi, parce qu'il est souvent dans des difficultés qui sont au moins aussi importantes. Il y a beaucoup de travaux qui mettent d'ailleurs en avant le fait que les conjoints ont un niveau d'anxiété qui est plus élevé que les patients eux-mêmes. Je crois que ça, dans la pratique clinique quotidienne, on s'en rend compte de toute façon, avec ces sentiments de culpabilité, d'impuissance. Et au-delà de tout ça. Face à tout ça, quelle réponse possible? Le soutien psychologique, j'espère que ça a transpiré de mon discours, mais de mon point de vue, c'est l'affaire de tous. Voilà. Ça va sans dire que, quel que soit le professionnel, moi je pense que chacune et chacun de votre écoute, de votre place, de votre bienveillance, des renvois que vous êtes en capacité de faire, mais je pense que prendre soin de l'autre, c'est ça. Et j'ai toujours tendance à penser que c'est important que chacun assume cette part-là, parce que les patients en fait en sont demandeurs. Les patients, quand ils se livrent et quand ils vous disent ou nous disent qu'ils sont en détresse sur le plan psychique, ils n'ont pas nécessairement cette attente qu'on leur donne vite fait les coordonnées de quelqu'un qui serait beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus formé. Je crois que ce n'est pas toujours la réponse, parfois ça l'est, on va le voir, mais assez souvent c'est en fait, si c'est à vous qu'ils en parlent, c'est parce que c'est avec vous qu'ils ont envie d'en parler. Donc je pense qu'il faut se sentir légitime de ce point de vue-là. Après, il y a ce qu'on va appeler le soutien psychologique spécialisé, effectivement, avec des prises en charge individuelles qui peuvent se faire en établissement ou en ville et qui peuvent être possibles à toutes les phases de la maladie. Et j'insiste bien sur l'après. C'est pas parce qu'on a été traité qu'aujourd'hui tout va bien qu'on n'est pas en capacité de se faire accompagner. Et on verra dans le répertoire ce qui ressortira. Bien évidemment, c'est le fait que sur notre territoire de santé, on a un dispositif qui permet une prise en charge financière de consultation de psychologues de ville, à la fois pour les patients et pour leur entourage aussi. Donc, je ne sais pas si c'est une information que vous avez, je développerai si ça vous intéresse. Évidemment, l'aide médicamenteuse aussi, oui, mais pas systématique. Pour terminer, se dire qu'on a plusieurs préoccupations. Le premier, c'est un souci de prévention, en fait, de prévention des troubles potentiels. Je crois que la seule façon, c'est d'interroger, c'est d'échanger, c'est de faire parler, en fait, tout simplement, les patients sur leur vécu, avant même qu'il y ait des apparitions quelconques, avant même qu'on se rende compte que ça commence à pêcher, en fait. Donc, en conséquence, une logique de dépistage qui va être précoce et proposée précocement. Le recours aux soins de support. Là, à nouveau, c'est pas quand ça s'effondre, c'est pas quand ça va plus du tout, c'est pas quand les gens sont au bout du bout. C'est bien avant, en fait. Et vous le disiez, dans le programme d'entrée, je sais plus comment on l'appelle, le PPSE. Donc ça, qu'on les vienne tous en tête. Mais se dire aussi qu'il y a la nécessité d'une vigilance qui est accrue à toutes les périodes fragilisantes. Alors, j'en ai listé un bon nombre. Il y en a beaucoup, effectivement. C'est peut-être tout le parcours qui est fragilisant. Mais c'est important qu'on ait cette vigilance-là, de façon à essayer d'être dans l'anticipation, d'être dans le meilleur accompagnement possible.